enfin, dans la période où on rajoutait les hydrocarbures, ça faisait vraiment trop pour les résidents de première année. Donc, vous avez déjà eu quelques cours sur les hydrocarbures. Vous connaissez déjà les définitions d'un hydrocarbure, qu'est-ce qu'il contient comme molécule, quand est-ce qu'on parle d'un hydrocarbure saturé, insaturé. Vous avez aussi eu le cours d'hier, si je me rappelle, c'est sur les intoxications dérivées du méthane, c'est ça? Donc, vous connaissez, vous êtes déjà familiarisé avec les formules chimiques, avec les substances des hydrocarbures et tout ça. Donc, j'ai mis juste un petit rappel rapide pour vous rappeler un petit peu la constitution de l'hydrocarbure de point de vue moléculaire. Donc, il contient des molécules de carbone avec des molécules d'hydrogène. On parle d'hydrocarbures purs lorsqu'il n'y a pas une substitution d'un atome d'hydrogène par un autre atome. Et on parle des dérivés des hydrocarbures à partir du moment où il y a une substitution ou bien un remplacement d'une molécule d'hydrogène par une autre molécule, qu'elle soit une molécule des halogénés. Les halogénés, ce sont le brome, l'iode, le chlore et aussi le fluor, très bien, ou bien oxygéné ou soufré ou encore azoté. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur les hydrocarbures halogénés, sur les dérivés de l'éthane et de l'éthylène. Donc, je reste sur cette plaque aussi, c'est un petit rappel sur la forme physique de l'hydrocarbure en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc, vous voyez que quand l'hydrocarbure contient d'un seul jusqu'à 4 atomes de carbone, il est généralement sous forme de gaz, à l'exemple du méthane. Pardon, docteur. On ne voit pas l'avancement. Vous ne voyez pas l'avancement. Première. Vous êtes toujours à la première. D'accord, je vais essayer de sortir et de revenir. Et là, vous voyez? Oui, à la troisième. Très bien. Donc, j'espère que quand je mettrai le diaporama, ça va marcher. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Agda. Le diaporama, ça ne s'affiche pas. Ça bloque parce que je devrais peut-être partager la totalité de mon écran. Et quand je partage l'intégralité de mon écran, parfois, il y a des boucles qui se répètent. Mais je vais essayer de partager l'intégralité de l'écran. J'arrête le partage et je partage l'intégralité. Je vais voir ce que ça va donner. Un petit moment. Donc, je vais voir ce que ça va donner. En principe, ça doit marcher. Est-ce que les dias changent? Très bien. Oui. Donc, c'est ce que j'ai expliqué comme schéma, la deuxième dia. Et puis la troisième dia, je parlais de la forme physique de l'hydrocarbure en fonction du nombre de molécules de carbone qu'il peut contenir. Donc, je disais que l'hydrocarbure est sous forme de gaz lorsque le nombre d'atomes de carbone est compris entre 1 et 4. Entre 5 et 8 atomes de carbone, c'est généralement des hydrocarbures sous forme liquide et des liquides qui sont très volatiles. Et vous comprendrez très bien actuellement avec l'expérience que vous avez en milieu professionnel, en voyant les postes de travail, qu'il est beaucoup plus facile de gérer une substance liquide que de gérer une substance gazeuse ou bien un liquide qui est fortement volatile en milieu professionnel de point de vue risque professionnel pour les travailleurs, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, et si le nombre d'atomes de carbone dépasse les 17 ou dépasse les 17, donc généralement, ce sont des hydrocarbures sous forme de solide. Donc, les hydrocarbures halogénés, comme je le disais, on parle d'hydrocarbures halogénés lorsque une molécule ou plusieurs molécules d'atomes d'hydrogène est remplacée par un halogéné. Cet halogéné peut être du brome, du chlore, du fluor ou bien de l'iode. Donc, pourquoi en fait ce remplacement? Parce qu'en fait, ce remplacement, elle rend beaucoup de services de point de vue sécurité de l'utilisation de ces produits, notamment au milieu professionnel. Parce que le fait de substituer une molécule un atome d'hydrogène par un atome d'un halogène ou autre, donc ça confère certaines caractéristiques.
tels que l'ininflammabilité ou bien diminuer le degré d'inflammabilité d'une substance ou encore l'incombustibilité, c'est-à-dire rendre une substance incombustible. Et c'est des propriétés qui sont très intéressantes au milieu professionnel puisqu'ils donnent en fait, ils confèrent plus de sécurité d'utilisation de ces produits. En plus de ces deux premières caractéristiques, vous avez aussi un pouvoir de dissolution qui est vraiment très intéressant. Et parfois, c'est ce pouvoir de dissolution, de dégraissage, qu'on recherche au milieu professionnel lors de l'utilisation de ces molécules. Donc, le fait de substituer un atome d'hydrogène par un halogéné, notamment par du chlore, le solvant donc, aura un pouvoir de dissolution qui est très intéressant. C'est par rapport à ça que ces molécules sont très répandues et d'utilisation fréquente en milieu de travail. Donc, ces dérivés halogénés, donc on peut avoir les hydrocarbures aliphatiques, les plus répandus en utilisation professionnelle, ce sont les hydrocarbures aliphatiques chlorés, c'est-à-dire quand on vous dit aliphatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hydrocarbure avec une chaîne linéaire. Très bien, parfait. Donc, je disais bien, vous êtes très bien imprégné par ce type de molécules, donc vous avez déjà des connaissances par rapport à ça. Et les plus importants, les plus utilisés en milieu professionnel, vous avez les aliphatiques chlorés. Et puis, vous avez les aromatiques chlorés. Et les aromatiques, ils contiennent quoi? Les hydrocarbures aromatiques. Très bien. Et vous avez aussi le chlorofluorocarbone qui est aussi utilisé en milieu professionnel et les hydrocarbures bromés et iodés, mais qui sont très toxiques. Et donc, quand on vous dit une substance est très toxique, ça veut dire que son utilisation en milieu professionnel va s'amoindrir. Ça veut dire qu'on ne va pas beaucoup la retrouver en milieu professionnel parce que c'est des produits que les hygiénistes vont éviter d'utiliser en milieu professionnel à cause du risque qu'elles peuvent comporter pour le collectif des travailleurs ou bien pour les individus. Donc, les hydrocarbures aliphatiques, il y a des dérivés saturés et les dérivés insaturés. Donc, parmi les dérivés saturés qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les dérivés de l'éthane et les autres dérivés insaturés, ce sera les dérivés de l'éthylène. Hagda. Donc, le reste, ça ne va pas faire le cours d'aujourd'hui. Donc, je passe rapidement. Là, parce que quand on vous parle d'hydrocarbures, vous allez vous dire, mais hydrocarbures, mais quelles sont les utilisations? Pourquoi on me casse la tête avec les hydrocarbures? Alors que peut-être dans ma vie professionnelle, je vais pas prendre en charge, par exemple, les gens de la Sonatra, parce que quand on vous parle d'hydrocarbures, on te mettra directement les utilisations, c'est-à-dire, si je peux dire, évidentes d'hydrocarbures. Alors que sachez bien qu'actuellement, j'en suis sûre, que vous prenez en charge des travailleurs qui sont exposés à ces hydrocarbures. Est-ce que vous avez pris en charge des peintres, des vernisseurs, des poseurs de sol, des plombiers, des travailleurs du BTP? Donc là, ce sont des professions et des postes de travail qui existent partout. Et dans les entreprises que vous prenez en charge, j'en suis sûre qu'il y a cette catégorie de professionnels. N'est-ce pas, des électriciens, des plombiers, mais ce n'est pas ce qui manque dans les entreprises que nous prenons en charge. Oui. Très bien. Oui, on les voit quotidiennement. D'accord. Mais on pense rarement à l'exposition aux hydrocarbures. À part les peintres peut-être et les vernisseurs, le reste, on va se dire, mais plombier, voilà, les hydrocarbures pour un plombier. Vous l'avez là? C'est-à-dire, il y a Oui, des expositions qui sont pas. J'ai rajouté en fait, ce tableau dans le cours. C'est pour vous mettre un petit peu dans l'esprit de votre pratique quotidienne. Donc, par exemple, le nettoyage, dégraissage des outils et des matériaux, l'application de vernis, des peintures, le décapage d'anciennes peintures, l'utilisation de primaires d'accrochage, de stratifier, la production de PVC. Le PVC, c'est quelque chose qu'on voit, c'est un truc qu'on voit de plus en plus se développer dans nos pays. Parce que, par exemple, si vous avez remarqué, actuellement, tout ce qui était basé, par exemple, sur tout ce qui est boiserie avant, les portes, les fenêtres au Cameroun, actuellement, on voit plus ça.
Dans des nouvelles constructions, par exemple, à l'ADL même le social, on ne voit pas des portes en bois ou là, n'est-ce pas? Tous les chantiers, quand je passe en voyant les nouveaux chantiers, je vois que tu veux du PVC ou de l'aluminium, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment une utilisation très fréquente de ces molécules. Il y a aussi les agents de la protection civile qui sont vraiment très exposés à ces produits suite à la dégradation thermique de pas mal de substances qui prennent feu. Et il y a aussi le soudage surtout lorsqu'il y a un soudage d'objets qui a été dégraissé par des solvants chlorés. Donc là, il y a une forte exposition à ces solvants chlorés, donc à ces hydrocarbures chlorés. Il y a aussi les laboratoires de centrales d'enrobés. Donc, ce sont du gravier, des particules qui sont enrobées de bitume, qui sont utilisées par la suite dans les constructions, les autoroutes, au camel. Donc, il y a vraiment une exposition qui est très importante. Donc, les techniciens de labo dans ces laboratoires, ils sont fortement exposés à ce type de molécules. Donc là, c'est une plaque que j'ai reprise telle qu'elle est d'un document. Il reprend un petit peu les dérivés halogénés. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la série, aux hydrocarbures halogénés de la série grasse. Je cherche le laser TI. Donc là, on va voir essentiellement les dérivés chlorés de l'éthane et de l'éthylène. Et on vous dit que généralement, cette série grasse, les molécules qui appartiennent à cette série, donc provoquent des lésions cutanées qui sont parfois très importantes. C'est-à-dire une personne qui vous vient avec des lésions cutanées, un peintre, un plombier, un électricien, un soudeur qui vient avec des lésions cutanées. Donc, il faut avoir à l'esprit que ces lésions peuvent être en relation avec une exposition professionnelle à ces hydrocarbures ou bien à ces dérivés halogénés des hydrocarbures. Donc, il y a aussi une action narcotique qui est très importante en fonction des molécules. Et lorsque les doses narcotiques sont éloignées des doses toxiques, ces molécules sont utilisées comme anesthésiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de molécules qui ont déjà été utilisées comme anesthésiques auparavant. Mais par la suite, on s'est rendu compte que les doses toxiques étaient proches des doses narcotiques. Du coup, on a arrêté leur utilisation. Il y a aussi une atteinte hépatique et rénale qui peut être liée à l'exposition à ces produits. Donc, on va voir un peu plus en détail tout cela par la suite. Donc là, c'est un petit rappel que je vais essayer de faire rapidement sur les propriétés communes de ces solvants. De ces hydrocarbures, pardon. Donc, déjà, ils sont utilisés comme solvants. C'est l'utilisation la plus importante. Lorsqu'ils sont halogénés, donc on avait dit qu'il y a une faible inflammabilité. C'est pour ça qu'on est plus à l'aise lorsqu'on les utilise en milieu professionnel. Ils ont aussi un pouvoir dégraissant qui est très important pour lesquels ces molécules sont utilisées. Donc, la dégradation thermique, à l'exemple du soudage, par exemple, peut donner lieu à des molécules plus toxiques, comme le phosgène. Il y a aussi la pénétration au milieu professionnel. On vous a toujours dit que la pénétration des substances toxiques est essentiellement pulmonaire. On va voir dans le cours sur les introductifs à la toxicologie pulmonaire pourquoi c'est le poumon qui est l'organe le plus incriminé dans la pénétration des molécules en milieu professionnel. Parce que déjà, vu sa situation et vu aussi la physiologie de l'homme, mais il y a aussi d'autres paramètres qui sont pris en considération lorsqu'on vous dit que la pénétration est essentiellement respiratoire. Donc, cette pénétration respiratoire intéresse essentiellement les gaz, mais aussi les liquides volatiles qui ont une forte volatilité. Et il y a aussi une pénétration cutanée qui concerne essentiellement les liquides, mais il peut concerner aussi certains aérosols qui peuvent venir se déposer sur la peau. La pénétration digestive, comme vous le savez, en milieu professionnel, elle est vraiment exceptionnelle et elle est observée dans le cadre accidentel parce qu'il y a un déversement d'un produit ou bien il y a un transvasement de produits dans des bouteilles non étiquetées et parfois même, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, en visitant certaines entreprises, parfois on trouve des solvants, des
des produits dangereux dans des bouteilles d'eau, d'eau minérale ou bien de boissons gazeuses. Et parfois, les boissons gazeuses, il y a du rose, il y a du vert, il y a de toutes les couleurs. Donc, parfois, surtout pour une personne étrangère à l'atelier, il peut facilement confondre ces produits et prendre accidentellement, ingérer accidentellement ce genre de produits. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de transvaser des produits chimiques dans des conteneurs non adaptés ou bien dans des conteneurs non étiquetés. C'est parmi les recommandations qu'on doit toujours faire lorsqu'on remet un rapport de visite d'atelier à un employeur. Donc, une fois ces molécules pénétrées dans l'organisme, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce ils seront stockés, où est-ce qu'ils vont agir. Donc, la rétention est très importante, notamment dans les tissus qui ont des degrés importants de graisse, tels que le tissu graisseux, le système nerveux central. Il y a aussi un passage transplacentaire qui n'est pas négligeable, d'où l'intérêt de faire très attention aux femmes enceintes pour éviter l'intoxication du fœtus par ces produits. Il faut aussi noter que la liposolubilité, donc la dangerosité de pénétrer par voie cutanée et aussi de venir se fixer sur le système nerveux central et sur le tissu graisseux, augmente avec le nombre de molécules de chlore. Parce qu'en fait, quand on vous parle d'hydrocarbures halogénés, chlorés notamment, donc il peut y avoir substitution d'une seule molécule ou de plusieurs molécules par une molécule, pardon, je parle de molécules, mais en fait, c'est à chaque fois atome, d'un atome d'hydrogène par un ou plusieurs atomes de chlore. Donc, l'élimination, il y a une chose très intéressante, c'est que l'élimination est souvent pulmonaire, mais cette élimination pulmonaire sous forme inchangée ne concerne que certains produits. Donc, il est très, très variable. Il peut varier de 90%, par exemple, pour le CH3Cl, jusqu'à moins de 10% pour le TCE ou le trichloréthanol. Donc, les transformations métaboliques, une fois dans l'organisme, ces substances peuvent subir une transformation métabolique pour les rendre généralement moins toxiques, mais ce n'est pas toujours le cas, tel que les hydrocarbures saturés. Quand ils vont subir une déchloruration, ils peuvent donner lieu à des toxiques très réactifs. C'est le cas aussi du monochlore de vinyle qu'on va voir tout à l'heure. C'est les substances, les métabolites de cette substance peuvent être beaucoup plus dangereuses que la molécule initiale, la molécule mère. Donc, l'élimination, à côté de l'élimination respiratoire sous forme inchangée, on peut retrouver aussi une élimination sous forme inchangée dans les urines ou bien on peut retrouver ces métabolites dans les urines, d'où l'intérêt de faire une surveillance de l'exposition professionnelle par un dosage urinaire, mais il faut toujours savoir quel dosage je dois faire en fonction de la molécule qui est utilisée. Est-ce que je dois doser la molécule elle-même ou bien ses métabolites? Et si je dois doser des métabolites, quels métabolites dois-je doser? Donc, il faut toujours faire connaître la molécule et avoir un minimum de bagage théorique pour pouvoir mettre ces connaissances en pratique et faire une surveillance adéquate de votre travailleur. Donc là, ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, on avait dit que la pénétration est essentiellement pulmonaire avec une pénétration cutanée moindre et une ingestion dans le cadre accidentel. On avait dit que la distribution se fait vers les tissus qui sont riches en matières grasses, notamment le système nerveux central, le foie, le rein, le sang et tout ça. Là, on avait dit aussi que l'élimination peut se faire par expiration. Elle peut concerner, cette élimination peut être très importante pour certains produits. Elle peut être moindre pour d'autres, puisqu'elle peut varier de 90 à 10%, comme on a vu dans les deux exemples. Il y a aussi une élimination sous forme métabolisée, donc sous forme de métabolites, essentiellement dans les urines ou bien les excréments. Donc là, ça résume aussi, c'est un schéma qui vous aide un petit peu à avoir une mémoire visuelle pour retenir un petit peu les différents effets des hydrocarbures halogénés sur l'organisme. Donc un effet neurologique qui peut varier de l'ébriété,
coma, convulsions, tremblements et même jusqu'au décès lorsque les doses sont très importantes, en intoxication aiguë notamment. Des lésions cutanées qui peuvent varier entre brûlures, irritations, lésions eczématiformes. Une atteinte pulmonaire qui peut aussi varier, qui peut concerner les plèvres ou le parenchyme pulmonaire, tels que les pneumonies, l'œdème pulmonaire ou encore l'épanchement pleural. Il y a aussi l'effet cardiaque qui peut, donc certaines molécules, comme on va le voir par la suite, peuvent donner des problèmes de rythme cardiaque. Et aussi, ça peut aller jusqu'à des nécroses myocardiques. L'effet rénal à type de nécrose tubulaire ou néphrite. Et l'effet sanguin, ça peut être des hémopathies malignes ou bien des anémies aplastiques. Il y a aussi l'effet gastro-intestinal. On peut avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées. Donc, ça simule un petit peu un tableau de choléra. Et vous allez voir que sur l'un des tableaux de réparation, si je me rappelle bien le 12, donc il y a les formes cholériques qui sont réparées, mais il faut apporter la preuve d'absence de vibrions colériques. Donc, si vous avez ce genre d'intoxication, il faut toujours demander la recherche de cet agent infectieux chez votre patient pour qu'il puisse être pris en charge et indemnisé pour sa maladie professionnelle. Donc, toujours dans les propriétés communes, en intoxication aiguë, on avait dit qu'on pouvait avoir un effet sur le système nerveux central, un effet sur le cœur, sur la peau, sur le foie et sur le rein. En intoxication chronique, c'est toujours le système nerveux central en première position, avec une atteinte possible des nerfs crâniens pour certaines molécules, des céphalées, des vertiges et des troubles du sommeil et même des troubles de mémoire. On peut avoir aussi un effet qui nous pose beaucoup de problèmes, notamment lorsqu'il s'agit de réorienter ou bien de faire l'éviction des travailleurs lorsqu'ils sont exposés à ce genre de molécules. Donc, vous allez rencontrer une très grande résistance de la part de ces travailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le temps, ça crée une dépendance à ces molécules. Donc, c'est comme si ils sont drogués par ces molécules. Donc, il y a une dépendance à ces molécules et il est très difficile de faire l'éviction chez ce genre de travailleurs. Il y a aussi, une action sur la reproduction. Il y a donc l'atteinte myocardique aussi et l'hyperexcitabilité, la fibrillation ventriculaire, donc les problèmes d'arythmie, de rythme cardiaque peuvent exister aussi en intoxication chronique. L'irritation, toujours les effets cutanés et même muqueux, notamment sur la muqueuse oculaire. Toujours les atteintes hépatiques et rénales en intoxication chronique. Et bien sûr, l'effet cancérogène aussi qu'on ne peut retrouver qu'en exposition chronique. Pour les méthodes de dosage, donc ces molécules sont là, on doit bien avoir des méthodes pour les doser, surtout quand il y a des recommandations de T élevé à ne pas dépasser. Donc, parmi ces méthodes, nous avons la chromatographie en phase gazeuse qu'on peut utiliser pour les solvants chlorés, que ce soit dans l'air atmosphérique ou bien dans l'air expiré ou encore dans le sang. On a le réactif Dreiger aussi pour la concentration de ces substances dans l'air et les réactions colorimétriques de Fujiwara pour doser le solvant ou bien les dérivés métaboliques tels que le trichloroéthanol ou bien l'acide trichloracétique. Donc, ce sont des moyens et des méthodes de dosage qui nous permettent de faire la surveillance des travailleurs qui sont exposés à ce genre de molécules et qu'on n'utilise pas malheureusement en pratique courante parce que ces expositions sont souvent négligées et ignorées par le travailleur et par le médecin aussi par manque de moyens et de labos qui ont la technicité et les compétences pour faire ce genre de dosage. Donc, pour les hydrocarbures halogénés aliphatiques, vous avez déjà vu les molécules qui sont dans la case du milieu, dans le cadre des dérivés de méthane. Et aujourd'hui, on va voir quelques dérivés de l'éthane, par la suite, quelques dérivés de l'éthylène. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, c'est clair. C'est bon? Non, ça va. Oui. Donc, c'est en fait un résumé général sur les propriétés communes de ces molécules.
Donc, on arrive au dérivé de l'éthane. Donc, vous voyez bien la présentation de la forme chimique, de la formule chimique du dérivé de l'éthane. Vous voyez que c'est un hydrocarbure saturé, donc qui comporte deux molécules de deux atomes de carbone avec deux atomes d'hydrogène. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la chimie, donc je ne sais pas que mais par abus de langage, on parle de molécules et de parler d'atomes. C'est des atomes en fait. Même quand je dirais molécule, la molécule, c'est ce qu'on voit. Mais quand on étale la molécule, on voit les différents atomes qui constituent cette molécule. Donc, on commence par le monochloroéthane. Quand on dit monochloroéthane, c'est-à-dire C2, l'éthane, la molécule chimique qu'on vient de voir, dont un seul atome d'hydrogène a été remplacé par du chlore, par une molécule de chlore. Donc, c'est un gaz incolore et inflammable. Il est très peu utilisé comme solvant. Il est utilisé essentiellement dans la fabrication du plan tétraéthyle. Il est utilisé comme alkylant, gonflant, propulseur d'aérosol et anesthésique local anciennement. Donc, vous voyez que la plupart de ces molécules ont été utilisées à un moment donné comme des anesthésiques, que ce soit locaux ou bien généraux. Ils sont aussi fortes, pratiquement presque toutes les molécules qu'on va voir ont été utilisées aussi comme propulseur d'aérosol. Donc là, quand je parle de propulseur d'aérosol, par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver comme gaz utilisé comme propulseur dans les déodorants, dans certains pesticides, dans certains produits de coiffure. Donc, vous voyez que l'utilisation en fait de ces molécules est vraiment très large. Et c'est ce qui a conduit à une contamination massive même des populations, donc non seulement des travailleurs, mais aussi des populations. Et en partie, franchement, moi je pense qu'en partie, ça explique vraiment l'incidence actuelle des cancers qui est en augmentation, même en population générale. Ça veut dire que beaucoup de molécules chimiques ont été utilisées de façon abusive, parce qu'en fait, les gens ne connaissaient pas les effets antérieurs de ces molécules. Du coup, là, on est en train de voir le résultat de l'invention en fait de l'homme, parce qu'en fait, c'est l'invention de l'homme qui a permis d'utiliser tous ces produits dans différents domaines. Donc, je reviens au monochloroéthane. Donc, c'est un produit qui est modérément irritant cutanéo-muqueux. Donc, lorsqu'il est utilisé en milieu professionnel, par rapport à l'atteinte cutanéo-muqueuse, donc il est rare d'observer ce genre d'atteinte. Il est par contre un dépresseur du système nerveux central, puisqu'il a cet effet anesthésique. Donc, je dois toujours relier les choses pour avoir une intelligence dans l'analyse et aussi pour retenir l'information par la suite, parce qu'il y a beaucoup de molécules qui se ressemblent, donc il faut toujours créer des liaisons entre vos neurones, et donc entre aussi ces différents produits pour pouvoir retenir un maximum d'informations pour quelques produits, au moins pour les plus utilisés en milieu professionnel. Donc, on peut en avoir aussi un effet sur le poumon à type d'OAP. Et l'OAP, généralement, on l'observe lorsqu'il y a de fortes concentrations, donc une exposition à de fortes concentrations des produits en milieu industriel. On peut observer des troubles du rythme et une atteinte hépatique, des troubles neurologiques centraux, puisque c'est un dépresseur du système nerveux central, mais même périphériques, qui peuvent exister aussi en chronique comme en aigu, et des atteintes hépatiques. Donc, c'est une molécule qui est considérée comme mutagène, mais elle est classée comme groupe 3 du cirque parce que par rapport à l'effet cancérogène, les groupes 3 du cirque, qu'est-ce qui est classé comme, quelles sont les molécules ou bien les substances classées dans le groupe 3? Ce sont des substances le groupe 3 du cirque. Quelles sont les substances que vous retrouvez dans le groupe 3? Inclassable, très bien. Inclassable par rapport à leur cancérogénicité chez l'homme. Agda, très bien. Et la TLV pour cette molécule est de 100 ppm. Donc, vous retenez donc 100 ppm pour cette première molécule. Le deuxième dérivé de l'éthylène, c'est le 1,2-dichloroéthane, de l'éthane, c'est le 1,2-dichloroéthane, ou bien qu'on appelle aussi le dichlorure d'éthylène. Mais moi, je vous recommande de retenir l'appellation qui vous permet, la plus facile et celle qui est obtenue à partir de la formule chimique. C'est-à-dire, je dessine ma molécule et je donne moi-même le nom.
parce que quand on part dans les différentes appellations, il y a différentes appellations pour chaque molécule, sinon vous n'allez pas vous retrouver. Donc, pour le 1,2-dichloroéthane, donc c'est un solvant, un fumigant et un intermédiaire de synthèse. Celui-là est un liquide inflammable hautement toxique. Donc, à chaque fois qu'on vous dit que c'est hautement toxique, ça veut dire au milieu professionnel, on va tout faire pour éviter l'utilisation de ce produit. Et lorsque ce produit est utilisé, il sera utilisé avec des précautions maximales et même en vase clos pour éviter tout risque de contamination et de dissémination des locaux de travail. Donc, cette molécule est essentiellement utilisée dans la synthèse du chlorure de vinyle monomère, puisqu'on avait dit que c'était un intermédiaire de synthèse. Donc, c'est un intermédiaire de synthèse essentiellement du chlorure de vinyle monomère, ou bien on appelle aussi tout simplement chlorure de vinyle. Donc, il est métabolisé au niveau du foie, comme toutes les substances et les hydrocarbures halogénés qu'on va voir aujourd'hui, selon deux voies. Donc, il y a la voie oxydative et il y a la voie de conjugaison directe. Donc, pour l'oxydation, cette réaction dépend du cytochrome P450. Donc, elle aboutit à la formation de 2-chloroéthanol, de 2-chloroacétaldéhyde et de l'acide 2-chloracétique. Donc, ce sont ces molécules-là qu'on va retrouver après oxydation. Il y a encore deux autres molécules qui est l'acide thioglycolique et le S-carboxylméthyl L-cystéine, mais cela donc après avoir subi d'abord une conjugaison. Donc après la conjugaison en glutathion, donc ces molécules vont subir encore une oxydation pour donner la molécule 2 et 3. Donc vous voyez là 2 et 3 parce que c'est des molécules qui sont difficiles à lire et je ne peux pas les relire à chaque fois. Donc, la conjugaison directe, quant à elle, avec le glutathion, va former du S2-chloréthylglutathion. Donc, vous retenez la molécule 4. Pourquoi j'ai mis comme ça des numéros? C'est pour pouvoir, par la suite, les dispatcher sur les différents effets. Vous allez voir. Donc, l'élimination se fait par voie pulmonaire sous forme inchangée avec une proportion de 10 à 40%. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des propriétés communes, on avait dit que cette élimination par voie respiratoire sous forme inchangée donc, concerne les produits avec différentes proportions qui peuvent aller de 10 à 90% de la quantité inhalée. Donc, pour le N2-dichloroéthane, il est éliminé sous forme inchangée avec une proportion de 10 à 40%. Il est aussi éliminé sous forme de CO2 à 15% et par voie urinaire sous forme principalement des trois dérivés, c'est-à-dire le premier, l'acide 2-chloracétique, l'acide dioglycolique et le S-carboxyl L-cystéine. C'est-à-dire que si je dois faire une surveillance de ces travailleurs, s'ils sont exposés à cette molécule, si je veux faire un dosage urinaire, donc je ne vais pas rechercher le 1,2-dichloroéthane, mais je dois rechercher ces trois métabolites. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Normalement, je l'ai en tableau, parce que c'est comme ça vraiment qu'il faut résumer le cours pour que vous puissiez retenir ces différentes métabolites qu'il faut doser. Donc, alors que pourquoi je vous disais qu'il faut retenir ces molécules comment dirais-je, qui sont le résultat de l'oxydation ou bien de la conjugaison directe. Donc, on vous dit que l'hépatotoxicité est liée aux métabolites issus de l'oxydation, alors que l'effet cancérogène est lié plutôt aux métabolites de conjugaison directe. La conjugaison directe, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne, pardon, le S2-chloréthylglutathion. Et cette molécule est par la suite transformée. Donc, les effets hépatotoxiques sont liés aux métabolites issus de l'oxydation, alors que l'effet cancérogène est issu de la conjugaison directe. C'est bon? Difficile à retenir, mais vous voir le cours. Je vais essayer de vous l'envoyer juste à la fin de la séance
pour que vous puissiez le revoir cet après-midi et cette soirée, pour essayer un petit peu de fixer le maximum de choses. Parce que si vous laissez à la fin de l'année de MS, je vous assure que vous n'allez rien retenir. Alors que c'est des molécules qui sont largement utilisées en milieu industriel. Et si vous êtes en face d'une entreprise qui vous demande conseil par rapport à l'utilisation de ces hydrocarbures, ou bien vous-même, vous devez émettre des recommandations d'amélioration pour la protection de la santé des travailleurs, donc vous devez avoir un minimum ce petit bagage. Parce que les hydrocarbures, c'est un grand chapitre et il est difficile de le cerner. Donc, il faut au moins essayer de retenir les petites choses comme ça qu'on vous fait au cours. Donc, les intoxications aiguës se rapprochent de celles du tétrachlorométhane que vous avez vu, je pense, hier. Ils donnent essentiellement des troubles de la conscience qui sont plus importants que celles du tétrachlorométhane. Donc, les atteintes chroniques, neurologiques et hépatiques et thyroïdiennes peuvent être observées. Il est fortement mutagène et celui-là, il est classé 2B par le CIRC. C'est quoi le 2B pour le CIRC? La classification des substances cancérogènes par le CIRC. Peut-être cancérogène. Probablement cancérogène. Probable, c'est la 2A. La 2A, donc. Peut-être cancérogène. Peut-être au possible. Peut-être au possible. Donc, voilà. ils disent peut-être. Peut-être, c'est récemment qu'ils parlent de peut-être, mais avant, ils ont toujours parlé de possible. Donc, le 2A, c'est cancérogène probable. Le 2B, c'est peut-être cancérogène ou bien cancérogène possible. Donc, cette molécule traverse aussi bien la barrière photoplacentaire, d'où la nécessité de faire plus attention chez les femmes enceintes. Donc, la TLV pour cette molécule, elle est de l'ordre de 10 ppm. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une molécule qui est fortement toxique. C'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, une molécule fortement toxique, ça suppose que sa concentration dans l'air devient rapidement toxique lorsqu'elle dépasse des concentrations qui sont de l'ordre de 1 à 10 ppm. La troisième molécule qu'on va voir, c'est le 1,1,1,1,1, 3 fois, trichloroéthane. Et c'est une molécule qui est utilisée en remplacement du trichloréthylène, qui est largement utilisé, le trichloréthylène, et qu'on retrouvait vraiment une utilisation très importante, notamment dans les... Oui, on retrouve le trichloréthylène. Pratiquement dans chaque coin de quartier qui a des petits ateliers. Ce sont Aucune idée? C'est pour vous dire qu'il y a une utilisation. Aucune idée, malish. À partir d'aujourd'hui, vous le saurez. Ce sont les petits magasins donc, de dégraissage, de lavage à sec. Donc, le trichloréthylène est fortement utilisé. Et on a proposé depuis peu comme molécule de remplacement le 1,1,1-trichloréthane qui est apparemment beaucoup moins toxique que le trichloréthylène. Cette molécule est aussi utilisée dans le dégraissage, le nettoyage de métaux, de plastique et de textiles. C'est pour ça qu'on propose donc le nettoyage de textiles. C'est pour ça qu'on le propose en remplacement du trichloréthylène dans cette utilisation. Aussi la formulation de peinture, des encres et des adhésifs et des cires, ainsi que les huiles de coupe, les insecticides et les fumigants. Vous avez déjà eu le cours sur les pesticides de façon générale et sur les insecticides l'année passée. Donc, vous avez des souvenirs encore frais de tout ce qui concerne l'utilisation des pesticides. Mais il faut savoir que ces pesticides, il y a des concentrations qui sont très variées en fait, de substances à base d'hydrocarbures. Donc, cette molécule, les effets qu'elle peut engendrer, parmi les effets, on peut retrouver certains qui sont dans le tableau 12, puisque cette molécule fait partie des molécules qui sont réparées par le tableau 12 de la réglementation algérienne des maladies professionnelles. On va revenir par la suite sur ce tableau pour le voir plus en détail. Donc, cette molécule est à plus de 90%
des doses inhalées sont exhalées, c'est-à-dire se sont éliminées sous forme inchangée par voie pulmonaire. Donc, je crois que c'était la molécule qu'on avait vue, l'exemple des propriétés communes. Donc, le reste, c'est-à-dire le 10% qui reste et qui est absorbé par voie respiratoire, donc qui était inhalé et puis absorbé par voie respiratoire, sera oxydé au niveau du foie par la voie des cytochromes P450 pour donner lieu à deux métabolites qui est le trichloréthanol et l'acide trichloracétique. Vous allez voir que ces deux métabolites vont apparaître ou bien vont se former suite à l'absorption de différentes molécules d'hydrocarbures. Parmi ces molécules, vous avez le 1,1-trichloréthane, vous avez aussi le trichloréthylène. Donc, pour le trichloréthanol, à partir de ce moment, on va l'appeler TCE. Et l'acide trichloracétique, c'est le TCA. Ce sont les deux métabolites majeurs de la voie oxydative du 1,1-trichloréthane au niveau du foie. Donc, si on a à doser, à surveiller des travailleurs qui sont exposés à cette molécule, on doit faire un dosage de ces métabolites. On peut aussi, comme on va le voir, on peut aussi faire le dosage de la molécule puisqu'elle peut persister, une partie de cette molécule peut persister. On peut aussi doser cette molécule dans l'air expiré. Donc, le TCE, une fois formé, on peut aussi le détecter dans l'air expiré. Mais il est essentiellement éliminé par voie urinaire sous forme libre ou conjuguée avec le TCA. Donc, vous voyez que la molécule inhalée, c'est le 1,1-trichloréthane. Et dans l'air expiré, on va retrouver essentiellement cette molécule puisqu'elle est éliminée à 90%. Mais on peut aussi trouver le TCE. Puisqu'après son oxydation au niveau du foie, on peut le retrouver éliminé par voie respiratoire dans l'air expiré. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Très bien. Il manque de oui, hein? Oui. Donc, il manque le oui de Mustapha. Oui. Vous êtes là? Tigesha, vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien. Je crois qu'il faut profiter de l'occasion des visioconférences pour un petit peu parler parce que je pense que vous êtes plus à l'aise que le présentiel, non? Oui. Pour certains apparemment. Très bien. Mais si vous avez des questions ou si je vais trop vite, vous m'arrêtez hein, parce que c'est un cours où il y a beaucoup de molécules. Et donc, il faut vraiment vous concentrer pour pouvoir retenir un maximum de choses. Donc, la concentration sanguine aussi de la molécule elle-même peut être dosée. Et cette concentration reflète par contre l'exposition récente, puisqu'on a, elle est vite transformée, n'est-ce pas? Mais s'il y a une exposition récente dans la journée, on peut arriver à doser cette molécule au niveau du sang. La concentration aussi du trichloréthanol, le TCE sanguin aussi, peut être dosée, sauf qu'il faut le faire en fin de poste et en fin de semaine pour avoir un petit peu une idée sur l'exposition du jour même ou de la veille ou encore de la semaine de travail. C'est-à-dire, si on fait par exemple une concentration de la molécule elle-même, c'est-à-dire le 1,1-trichloréthane, en fin de semaine, ça ne peut pas refléter l'exposition de la semaine. Ça ne reflètera que l'exposition du dernier jour, puisque cette molécule est rapidement transformée. Mais si par contre on fait un dosage du TCE sanguin en fin de poste et en fin de semaine, il va en fait refléter l'exposition de presque de la semaine, mais pas toute la semaine, puisqu'il y a une concentration qui est éliminée aussi par voie respiratoire. Hagda. Mais cette concentration, elle est bien corrélée à l'intensité de l'exposition. Attention, il faut toujours faire attention et connaître toutes les molécules auxquelles est exposé le travailleur. Parce que si vous avez des expositions concomitantes à plusieurs molécules d'hydrocarbures, donc le TCE ne reflète pas seulement l'exposition à cette molécule. Je ne vais pas la relire parce que ça me fatigue de les lire à chaque fois. D'ailleurs. Mais allez, chercher. Oui. Très bien.
les concentrations urinaires du TCE et de TCA sont nettement plus faibles qu'après une exposition au trichloroéthylène. Ils manquent de spécificité puisque comme ils peuvent être des métabolites de plusieurs molécules en même temps. Et il y a aussi un autre effet, c'est qu'il y a une grande variation interindividuelle qui peut exister. Donc, les concentrations urinaires de TCE et de TCA, si on fait une comparaison entre un travailleur qui est exposé à des mêmes concentrations du 1,1,1 trichloréthane et du trichloréthylène, vous allez vous rendre compte que le travailleur qui est exposé au trichloréthylène élimine beaucoup plus de TCE et de TCA dans ses urines qu'un travailleur qui est exposé au trichloréthane pour la même concentration. Hagda. Très bien. En intoxication aiguë, cette molécule peut donner une dépression du système nerveux central, mais avec apparition d'un coma si les concentrations sont importantes. On peut avoir aussi un œdème pulmonaire, un trouble du rythme cardiaque qui peut survenir aussi. On peut aussi avoir malheureusement un arrêt respiratoire qui peuvent rapidement entraîner le décès. Donc vous voyez quand ce sont des molécules quand même assez dangereuses lorsqu'ils sont utilisés de façon non sécurisée au milieu professionnel. On peut aussi avoir une cytolyse hépatique grave lorsque les concentrations sont aussi importantes. Et pour les expositions moins importantes, on peut avoir des céphalées, des nausées, des obnubulations, des troubles de la coordination et de l'équilibre, ainsi que des signes respiratoires lors d'une inhalation d'aérosols liquides. Pour les intoxications chroniques, voilà, vous allez voir que pour qu'un travailleur s'intoxique à cette molécule, il faut des concentrations quand même assez importantes de l'ordre du 500 ppm. Ça veut dire, quand je vous dis 500 ppm, on va dire qu'au milieu professionnel, on est vraiment très à l'aise parce que ces concentrations ne peuvent être atteintes que si les conditions vraiment d'aération et des conditions d'hygiène et de sécurité au milieu de travail sont vraiment très, très, très dégradées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture, que les gens travaillent dans des ateliers non aérés pendant longtemps et pendant toute une vie professionnelle. Donc, vous voyez que par rapport à 10 ppm, 500 ppm, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Donc, en intoxication chronique, on peut aussi avoir des signes neuropsychiques qui sont lentement réversibles, c'est-à-dire une fois installés, vous n'avez pas encore fait le psychosyndrome organique. Non. C'est-à-dire certains effets neuropsychiques, lorsqu'ils sont installés en intoxication chronique, il est par la suite très difficile de revenir en arrière, c'est-à-dire de récupérer les fonctions du travailleur convenablement. Et même dans le cas où l'on peut récupérer certaines fonctions, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut du temps pour que ça se fasse. Il y a aussi une perturbation des tests psychométriques qui sont pratiqués par certains, une polynévrite périphérique aussi à côté de l'atteinte centrale. On peut aussi avoir des troubles du rythme et de compensation myocardique lors d'un stress. Mais il n'y a pas eu d'anomalies cardiaques ou hépatiques qui ont été retrouvées chez les travailleurs qui ont été exposés à des doses inférieures à 150 ppm. C'est-à-dire, si on arrive à faire respecter ces doses en milieu professionnel, il n'y a pas de raison pour craindre ces effets suscités après une carrière professionnelle. Donc, par contre, sa toxicité hépatorénale semble être faible, puisque généralement, les doses toxiques sont les doses qui peuvent donner des intoxications chroniques sur le long terme sont quand même assez importantes. Il est faiblement mutagène, contrairement à son précédent qu'on vient de faire, mais il est classé groupe 3 du cirque, c'est-à-dire que son effet cancérogène pour l'homme est inclassable. Il est inclassable par rapport à cet effet. Donc, il n'est pas tératogène, mais faiblement phytotoxique. C'est-à-dire, comme il est phytotoxique, donc il faut toujours faire attention aux femmes enceintes lorsqu'ils sont exposés à ce genre de molécules. Et la TLV, vous voyez que c'est la plus haute TLV qu'on vient de voir depuis le début du cours. On avait du 10, du 100, et là, c'est 350 ppm. Donc, si je dois substituer les molécules précédentes au milieu professionnel, et s'il y a possibilité, je peux proposer par exemple l'utilisation de cette molécule qui me mettrait beaucoup plus à l'aise
par rapport à la santé des travailleurs. N'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Donc, pour les indicateurs biologiques d'exposition, on peut doser donc le trichloréthane dans l'air expiré avant le dernier jour de travail d'une semaine, qui doit être inférieur à 40 ppm. On peut doser le TCA urinaire et le TCE urinaire en fin de semaine et en fin de journée de travail. Pour le TCA, il doit être inférieur à 10 mg par litre. Et pour le TCE, il doit être inférieur à 30 mg par litre. Et le TCE sanguin aussi peut être dosé en fin de journée et en fin de semaine. Il doit être inférieur à 1 mg par litre. Donc, ce sont les indicateurs biologiques qu'on peut doser lorsqu'un travailleur est exposé à cette molécule. Donc, la deuxième molécule qui est le tétrachloroéthane, avec 2 molécules de chlore sur chacun des carbones, c'est-à-dire 1,1 et 2,2 tétrachloroéthane. Donc, celui-là est un liquide incolore. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la troisième planche? Que les molécules d'hydrocarbures qui ont généralement 1 à 4 atomes de carbone sont sous forme de gaz. Mais dès qu'ils deviennent désalogénés, ils peuvent se transformer en liquide. C'est parmi les caractéristiques que peut conférer un halogéné pour ces hydrocarbures. Donc, c'est un liquide incolore, un solvant et un intermédiaire de synthèse. Il y a une absorption pulmonaire qui est très importante et même cutanée. Donc, la toxicité est très importante. Il donne aussi une irritation locale importante. Donc, son métabolisme, il y a 2 voies. Il y a la voie du dichloracétique et le trichloroéthylène. Et nous avons aussi la deuxième molécule, le tétrachloroéthane, sauf que pour cette deuxième molécule, donc il y a une des molécules de carbone sur laquelle on trouve des atomes de carbone sur lequel on trouve les 3 molécules de chlore. Donc, pour la molécule sur laquelle on trouve les 2 molécules de chlore sur le premier et le deuxième atome de carbone, donc ils sont en intoxication aiguë, très dangereux, puisqu'ils peuvent donner un coma et même provoquer le décès du travailleur lorsque les concentrations sont très importantes. On avait dit que c'est une substance toxique, puisque déjà, imaginez, à 1 ppm déjà, ça peut donner des vertiges chez les travailleurs. Donc, un travailleur qui fait des vertiges sur les lieux du travail, c'est la sécurité, sa propre sécurité et la sécurité des autres qui est mise en jeu. Donc, vous voyez pourquoi on dit que c'est une molécule toxique. Il y a aussi une hépatite nécrotique qui peut survenir suite à des intoxications aiguës par des concentrations plus ou moins importantes. Donc, en intoxication chronique, on peut avoir des troubles gastro-intestinaux, une polynévrite, des troubles sanguins à type de mononucléose, de lymphocytose et d'anémie légère. On peut aussi avoir des troubles fonctionnels hépatiques. Et le tétrachloroéthane, que ce soit les 4 molécules de chlore se dispatchent différemment sur les atomes de carbone, sont réparés par le tableau numéro 3 des maladies professionnelles de la réglementation algérienne. Donc là, c'est un long tableau qui vous résume un petit peu les 4 molécules qu'on vient de voir et il reprend les propriétés physico-chimiques, l'absorption, le métabolisme, les utilisations, l'élimination, les indicateurs biologiques à doser lors de l'exposition à ces molécules, la toxicité aiguë, la toxicité chronique, et aussi les classifications du CIRC de l'Union européenne, les TLV et la réparation quand elle existe de ces 4 molécules qu'on vient de voir. Donc, si je vous pose la question maintenant, parmi ces 4 molécules, si vous avez la possibilité de les interchanger, quelle serait la molécule que vous allez proposer pour un employeur dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de la protection de la santé des travailleurs? Trichloroéthane 1,1. 1,1 trichloroéthane. Très bien, vous êtes 1,1 trichloroéthane. Très bien, vous êtes tous d'accord? Docteur Tigercha et docteur Chebini. Et vous comprenez pourquoi? Donc, vous voyez déjà la TLV
C'est le moins toxique et la TLV la plus Très bien, importante. très bien, très bien. Donc, vous avez compris le principe. C'est une très bonne chose. Déjà, si je dois considérer la rentabilité de cette séance, si vous comprenez ça, c'est déjà très important. Le reste, c'est en revoyant le cours que vous allez retenir. Et je vous recommande vivement de revoir le cours très rapidement pour que vous puissiez retenir le maximum de choses. Surtout par rapport aux utilisations et aux applications de ces molécules en milieu de travail. Donc, c'est des molécules qu'on retrouve souvent chez nos travailleurs. Donc là, c'est le tableau numéro 3 qui répare les intoxications professionnelles par le tétrachloroéthane, quelle que soit la position des molécules d'halogène, des atomes d'halogène sur la molécule, puisqu'il parle de tétrachloroéthane seulement, sans spécifier la position des molécules. Donc, vous avez la névrite ou la polynévrite, dictère par hépatite initialement apyrétique, hépatonéphrite initialement apyrétique, parce que par la suite, elle peut se surinfecter et devenir pyrétique, n'est-ce pas? Vous avez les dermites chroniques ou récidivantes et les accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents de travail. C'est-à-dire, s'il y a un déversement, par exemple, d'un produit chimique dans un lieu de travail, au lieu de déclarer avec des effets neurologiques par la suite, ou là même si les effets surviennent quelques heures après ou là. Donc, si vous avez déclaré en accident de travail, donc vous laissez votre déclaration en accident de travail et vous notez juste les effets, tous les effets qui sont apparus chez le malade, chez le travailleur. Mais s'il n'y a pas, c'est-à-dire le contexte de survenue de l'intoxication et des accidents nerveux aigus ne répondent pas à la définition légale de l'accident de travail, vous êtes à l'aise, vous allez déclarer en maladie professionnelle. Sauf que il faut jamais arriver à ça, parce qu'en fait, le fait de déclarer une maladie professionnelle et parfois même un accident de travail, malgré que l'accident de travail est beaucoup plus difficile à gérer, puisqu'il y a de multiples facteurs qui peuvent survenir. Et il faut savoir que cette déclaration, en fait, c'est un constat d'échec de la prévention. C'est vrai que vous n'êtes pas le seul responsable de la prévention en entreprise, mais vous êtes l'un des acteurs principaux de cette prévention. C'est parce qu'on n'a pas le pouvoir de sanction, c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses, mais on est toujours des conseillers de l'employeur et du travailleur. Donc, lorsqu'on arrive à déclaration d'une maladie professionnelle, surtout, et il faut savoir que c'est un constat d'échec de la prévention et en quelque part, vous avez une certaine part de responsabilité. On arrive au dérivé halogéné de l'éthylène. Donc, l'éthylène, c'est un dérivé, c'est un hydrocarbure insaturé, donc qui a une double liaison. Donc, le premier dérivé qu'on va voir, c'est le 1,1-dichloroéthylène, ou bien chlorure de vinylidène. C'est un liquide très inflammable, donc la même remarque que la molécule de tout à l'heure, donc avec 2 molécules de carbone, mais c'est un liquide parce que c'est un dérivé halogéné. Il forme des mélanges explosifs avec l'air à température ambiante. Donc, vous voyez que c'est un produit, si l'on doit l'utiliser en milieu professionnel, on doit vraiment prendre toutes les précautions. Donc, vous imaginez une explosion au milieu du travail. Imaginez les dégâts. Donc, il est utilisé dans la fabrication de matières plastiques. L'élimination se fait surtout par voie pulmonaire, sous forme inchangée ou sous forme de CO2, et par voie urinaire ou biliaire, sous forme métabolisée. Donc, c'est un irritant cutanéo-muqueux. L'intoxication aiguë peut donner une dépression du système nerveux central. C'est pratiquement, si vous remarquez, on est en train de reprendre pratiquement les effets communs pour chaque solvant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu comme effet commun. Donc, il y a une irritation des voies respiratoires supérieures ainsi qu'une atteinte hépatique et rénale. En intoxication chronique, donc il n'y a pas eu de publication, donc on n'a pas de données sur cet aspect. Donc, il est par contre mutagène. Il peut induire des cancers hépatiques, mammaires et des leucémies chez l'animal, mais on n'a pas de données chez l'homme. C'est pour ça qu'il a été classé groupe 3 du cirque. Donc, il est inclassable par rapport à sa cancérogénicité chez l'homme.
Donc, les TLV sont de l'ordre de 5 ppm. Donc, le 1,2-dichloroéthylène, c'est un solvant pour résine, cire et l'acétylcellulose. Il est utilisé dans la fabrication de certains médicaments et de perles synthétiques. C'est un réfrigérant avec l'effrayant. Il existe peu d'études sur son hépatotoxicité et sa TLV est de l'ordre de 200 ppm. Et cette molécule, si elle donne des effets en milieu professionnel, ces effets seront pris en charge et réparés et indemnisés suivant le tableau numéro 12 de réglementation algérienne des maladies professionnelles. Donc, vous voyez déjà si je dois utiliser le 1,2 ou bien le 1,1-dichloroéthylène, moi, j'opterais plus pour le 1,2-dichloroéthylène, rien que par rapport à sa valeur, sa TLV atmosphérique. Parce qu'aussi, la première molécule, on avait dit que elle peut former des mélanges explosifs avec l'air. Donc, je vais tout faire pour éviter l'utilisation de cette molécule en milieu industriel. Après le dichloroéthylène avec les différentes positions de la molécule de chlore, on va voir le trichloroéthylène ou bien le TCN. Donc, le trichloroéthylène, c'est un excellent solvant. Il est ininflammable et recyclable. Il est largement utilisé pour le dégraissage des métaux, mais aussi pour le dégraissage des textiles. C'est pour ça qu'il est très utilisé dans le lavage à sec et le dégraissage des textiles. Donc, il est utilisé dans l'extraction des huiles et des graisses et la fabrication des peintures, des encres et des vernis. C'est aussi un intermédiaire de synthèse. Donc, vous voyez que la plupart de ces molécules constituent des intermédiaires de synthèse pour d'autres molécules. Donc, son absorption, une fois inhalé, il est de l'ordre de 70 à 80%. Ça veut dire qu'il est fortement absorbé après inhalation. Il se distribue dans tout l'organisme avec une accumulation surtout dans le tissu adipeux. C'est la même caractéristique que les autres molécules puisqu'ils ont une lipophilie et un tropisme pour les tissus graisseux. Donc, il n'y a que moins de 10% de la dose absorbée qui est éliminée dans l'air expiré. Donc, ces métabolites, c'est les mêmes métabolites que le 1,1,1 trichloréthane, qu'on avait dit qu'on pouvait l'utiliser pour la substitution du trichloréthylène. Donc, c'est le TCA et le TCE. Et la majeure partie du TCE est éliminée par voie urinaire sous forme libre ou glucuroconjuguée dans les 24 heures, dans les 24 premières heures. Donc, vous voyez que si on doit doser le TCE, il faut le doser dans les 24 premières heures, notamment dans les urines. Donc, en intoxication aiguë, on peut avoir des signes neuropsychiques à type de confusion, de coma, des signes respiratoires à type de dyspnée et de bronchopneumonie, des signes digestifs à type de nausée, de vomissement, et des signes cardiaques avec notamment une fibrillation ventriculaire qui peut emporter la personne. Et il y a aussi, il faut faire attention aux vasopressifs lorsque vous avez affaire à ce genre de malades et d'intoxication. Donc, l'atteinte hépatorénale est rare. Pour les intoxications chroniques, donc on peut avoir une atteinte des nerfs crâniens, notamment l'analgésie du trijumeau. Donc, vous vous rappelez que le trichloréthylène, il donne une atteinte du trijumeau, une perte de sensation gustative et une atteinte des nerfs optiques. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que le trichloréthylène, il est quand même très important comme substance à retenir. Et comme on a la possibilité de le substituer par le trichloréthane, donc il ne faut pas hésiter à faire cette recommandation dans les entreprises que vous prenez en charge, notamment les petits ateliers ou bien les petits magasins de dégraissage. Il faut toujours aller voir de plus près quelle est la molécule qui est visée. Donc, toujours en intoxication chronique, on peut avoir des travailleurs avec une fatigue, des céphalées, des vertiges, des nausées, des vomissements, de l'anorexie, de la transpiration excessive et de l'intolérance à l'alcool. On peut avoir aussi une impuissance chez les hommes, une trouble du sommeil, de perte de mémoire, une toxicomanie, de la dépendance qui nous facilite pas la tâche par rapport à la mesure d'éviction et de retrait du travailleur de son poste de travail.
on peut aussi avoir une neurasthénie et des démences. Vous voyez que la T élevée il est de 50 ppm, voire même de 10 ppm en cas de soudage, parce que donc c'est les produits, les pièces métalliques qui sont nettoyées par du trichloroéthylène lorsqu'ils subissent un soudage, c'est-à-dire une agression thermique, il y a risque de fabrication de phosgène, qui est une molécule encore plus toxique. Est-ce que c'est bon pour les trichloroéthylènes? Oui. Oui. Vous commencez à fatiguer? Non, ça va. C'est bon? Très bien. Oui. On arrive au tétrachloroéthylène, c'est-à-dire il y a 4 molécules de chlore. Il y a pratiquement les mêmes applications industrielles que le trichloroéthylène. Il est plus stable que le trichloroéthylène. Il y a une absorption par voie pulmonaire qui est importante, une élimination en grande partie par voie pulmonaire inchangée. Donc, c'est déjà une propriété importante puisque pour le trichloroéthylène, qu'on a 70 à 80% et l'étape de la dose inhalée est absorbée par voie pulmonaire. Donc, l'élimination n'est de l'ordre que de 10 à 20% pratiquement. Donc, l'élimination urinaire en acide trichloracétique, c'est le même métabolite que le trichloroéthylène, sauf qu'ici, on ne retrouve pas le TCE. Et la surveillance de l'exposition se repose essentiellement sur la surveillance de la qualité de l'air atmosphérique. En intoxication aiguë, il peut donner une dépression du système nerveux central, une hépatite cytolytique, des troubles du rythme cardiaque et des brûlures cutanées. En intoxication chronique, c'est essentiellement les dermatoses et les céphalées. Et c'est une molécule aussi dont les effets sont réparés par le tableau numéro 12 des maladies professionnelles de la réglementation algérienne. Donc là, c'est un tableau aussi qui nous résume les 3 molécules les 4 molécules qu'on vient de voir. On avait beaucoup plus insisté sur le trichloroéthylène et vous allez voir que le chlorure de vinyle, on n'a pas encore parlé du chlorure de vinyle, parce qu'en fait, c'est pratiquement un cours en lui-même, donc il fallait même scinder, parce que c'est une molécule qui est actuellement largement utilisée et qu'on va voir plus en détail puisque ça a donné quand même pas mal de pathologies. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie du chlorure de vinyle. On va le voir de suite après. Donc là, on résume aussi les utilisations de chacune des molécules avec le métabolisme et l'élimination, que ce soit de la molécule ou de ses métabolites, la toxicité aiguë et chronique de chacune des molécules qu'on vient de voir, et la classification par rapport à l'effet cancérogène selon le CIRC et selon l'Union européenne, ainsi que les TLV et la réparation. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non? Non. Donc, il nous reste la partie sur le monochlorure de vinyle ou bien le chlorure de vinyle monomère ou tout simplement le chlorure de vinyle. Donc là, ce sont pardon, je ne vous ai pas montré le tableau numéro 12 qui répare les affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques. Donc, ça regroupe les dérivés du méthane, les dérivés de l'éthane, mais aussi les dérivés du propane, du chloropropylène et du butadiène. Donc, nous, aujourd'hui, on a vu le dichloroéthane, le trichloroéthane, le dichloroéthylène, le dichloro-1,2-éthylène, toujours dichloroéthylène, le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène. Adouma. Donc, ces molécules sont réparées par le tableau les affections engendrées par ces molécules sont réparées par le tableau numéro 12, qui répare en fait les troubles neurologiques aigus, les troubles neurologiques chroniques, les troubles cutanéo-muqueux aigus, les troubles cutanéo-muqueux chroniques, les troubles hépatorénaux, les troubles cardio-respiratoires et les troubles digestifs. Et vous voyez que parmi les troubles digestifs, le trouble digestif qui est réparé, c'est le syndrome cholériforme apyrétique avec vibrion colérique négatif. C'est-à-dire, il exige à ce que la recherche du vibrion colérique soit négative, sinon sinon le dossier de demande de réparation du travailleur peut être rejeté. Donc, en tant que médecin, en plus, le délai est de 7 jours, le délai de réparation. Donc, vous devez faire le nécessaire pour avoir les conditions, pour satisfaire les conditions de réparation chez votre travailleur. Est-ce que c'est clair?
Oui. Pour tout le monde? وعيا شوف اسمه دكتور شوزينيا وطفى خلاص. C'est long, c'est très long comme cours. Je préfère terminer. Mais si vous êtes fatigué ou que vous ne pouvez pas me suivre, on peut arrêter et reprendre par la suite. Et je préfère continuer pour que... On continue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue. Mais Ça vous va, aussi, on peut. Nam? Oui. Parce que si on était en salle, tchoufouni ou tchoufkom, peut-être que ça serait mieux. Mais là, comme en face de l'écran, c'est difficile parfois à suivre, surtout l'après-midi, juste après le ftour. Donc, c'est le moment de la sieste. Donc, il faut vraiment bien se concentrer jusqu'à la fin. Hagda, si vous voulez qu'on discute d'autres choses un petit moment, le temps de vous remettre en forme, ça ne me dérange pas. Si vous voulez qu'on termine. On termine? Oui. Oui, on continue. Très bien. Donc, on arrive au chlorure de vinyle, qui est en fait, ou bien au monochlorure de vinyle, qui est en fait un seul atome d'hydrogène qui est remplacé par un seul atome de chlore. Donc, ce monochlorure de vinyle, il y a toute une maladie qu'on appelle maladie du chlorure de vinyle, qui a été décrite en 1950. Et cette maladie a été décrite chez des personnes qui ont été exposées à long terme à cette molécule. Cette maladie regroupait en fait une acro-ostéolyse, un syndrome de Raynaud et une sclérodermie, ainsi qu'une atteinte hépatique. Et cette atteinte hépatique était généralement constituée par l'angiosarcome hépatique. Donc, cette molécule a été à l'origine de l'angiosarcome hépatique des travailleurs qui ont été exposés à cette molécule avant les années 80. Parce qu'en fait, depuis les années 80, les gens se sont rendus compte de la dangerosité de cette molécule. Donc, toutes les précautions ont été prises pour diminuer les concentrations atmosphériques de cette molécule dans l'air. Donc, cet angiosarcome est en fait une tumeur développée à partir des tissus endothéliaux, des vaisseaux sanguins hépatiques. C'est pour ça qu'on appelle angiosarcome. C'est-à-dire qu'ils prennent part des cellules vasculaires, essentiellement de l'endothélium vasculaire. Donc, le traitement est généralement sans succès et le temps de survie après le diagnostic est souvent inférieur à 12 mois. Donc, c'est une tumeur qui ne répond pas à la radiothérapie. Donc, la chimiothérapie n'a pas vraiment beaucoup d'effets positifs sur cette tumeur. Elle est généralement donc diagnostiquée au stade tardif et la survie et le pronostic vital est vraiment fâcheux. Il y a aussi, à un moment donné, il y avait des propositions de greffe hépatique, mais par la suite, cette possibilité thérapeutique a été abandonnée parce qu'en fait, c'est des gens qui sont diagnostiqués, comme je le disais, à des stades tardifs. Donc, ils sont laissés avec le seul effet pas vraiment bénéfique de la chimiothérapie, mais vous imaginez que c'est quand même un diagnostic, c'est quand même un drame pour un patient parce que ces lésions sont découvertes à des stades tardifs. Donc actuellement, il est recommandé de faire une échographie pour la surveillance puisqu'il n'existe pas d'autres éléments de diagnostic précoce ou bien de dépistage précoce de la survenue de cette maladie. Mais il y a des gens qui recommandent à ce qu'il y ait un suivi échographique régulier et qui peut mettre en évidence certaines lésions au départ, mais ça reste toujours un moyen qui n'est pas vraiment satisfaisant à 100%, d'où l'intérêt d'agir sur les conditions de travail et de faire respecter les TLV et de diminuer au maximum l'exposition professionnelle de ces travailleurs. Donc, ce n'est qu'en 2008 que le CIRC a reconnu un lien entre l'exposition au chlorure de vinyle monomère et la survenue de l'angiosarcome, mais aussi de l'hépatocarcinome. Parce qu'au départ, les gens ne parlaient que de l'angiosarcome, qui est une tumeur très rare en fait parmi la population générale, contrairement à l'hépatocarcinome. Mais par la suite, des études ont apporté la preuve que
l'exposition au chlorure de vinyle peut aussi donner un hépatocarcinome. Et par la réglementation algérienne, en fait, le tableau algérien ne répare que l'angiosarcome, mais il y a d'autres pays qui réparent actuellement l'hépatocarcinome par un tableau ou bien par le système complémentaire. Donc, pour la classification de l'Union européenne, ils l'ont classé en 1A. Donc, cette molécule est obtenue principalement par cracking du 1,2-dichloroéthane et est aussi obtenue par l'hydrochloration de l'acétylène, mais ce procédé est rarement utilisé dans le monde. Il est essentiellement utilisé en Chine. Les autres pays, ils ont abandonné cette méthode. Le chlorure de vinyle monomère est utilisé comme monomère dans la fabrication du polychlorure de vinyle, que vous connaissez tous, le PVC. Donc, on a le PVC. Il est aussi le procédé de polymérisation est un procédé qui a été découvert en Allemagne au milieu des années 1930. Le PVC actuellement, donc, on le trouve dans tous les secteurs de l'industrie et 20% des matières plastiques utilisées dans le monde sont à base de PVC. Mais c'est des statistiques l'EMC de 2012. C'est vrai que j'ai omis de vérifier ce chiffre, mais j'en suis sûre qu'il est en augmentation. Parce qu'en fait, j'ai pu télécharger et retrouver l'EMC sur l'intoxication par le chlorure de vinyle de 2020. D'ailleurs, je vais vous le partager. J'ai rajouté quelques informations récentes que j'ai mis en rouge pour attirer votre attention sur cette mise à jour. Donc, le chlorure de vinyle monomère sert également de matière première en synthèse organique pour la production d'éthylène-diamine ou de solvants chlorés, essentiellement du 1,1,1-trichloréthane qu'on vient de voir, qui est un intermédiaire de synthèse. Et l'utilisation du chlorure de vinyle comme solvant a été interdite par le protocole de Montréal parce qu'en fait, c'est une molécule qui persiste dans l'environnement et qui contribue fortement à la pollution de l'environnement. Donc, c'est parmi les molécules qui ont interdit d'utilisation par le protocole de Montréal. Dans le passé, cette molécule a été utilisée comme réfrigérant, solvant d'extraction intermédiaire dans la production de chloracétaldéhyde et dans la fabrication de médicaments. Donc, vous voyez bien que ces molécules aussi dangereuses ont été aussi utilisées dans la fabrication des médicaments et de produits cosmétiques, mais aussi pendant une courte période comme gaz anesthésique. Mais l'utilisation comme gaz anesthésique n'a pas duré parce qu'en fait, les doses narcotiques et les doses toxiques sont très proches. Entre 1960 et 1970, il a été aussi utilisé comme agent propulseur d'aérosols, notamment pour les produits de coiffure et pour les pesticides. Donc, vous voyez la large utilisation de ces produits même dans la vie courante. Donc, cette utilisation a été aussi interdite en 1976. Pour les sources d'exposition actuellement, c'est la production et la polymérisation du chlorure de vinyle monomère, les usines de fabrication de chlorure de vinyle monomère, mais aussi du polychlorure de vinyle, le nettoyage, essentiellement le nettoyage en main des autoclaves qui est appelé le décroûtage. En fait, cette opération de décroûtage, les travailleurs utilisent leur index pour un petit peu enlever les croûtes qui persistent sur les surfaces des autoclaves à main nue. Et c'est cette opération qui contribue à une forte imprégnation donc des doigts, notamment de l'index par cette molécule. C'est ce qui a conduit à l'acrosyndrome. On va voir plus en détail dans les dias suivantes. Donc là, c'est une fiche qui reprend un petit peu les propriétés et les caractéristiques physico-chimiques de cette molécule. Je vais passer, je vous laisse le soin de la consulter par la thèse. Je voulais juste insister sur un point, parce qu'il y a entreprise, il y a des HHE ou bien des listes qui parlent de numéro de case pour les substances chimiques. Donc, il faut savoir que ce numéro de case, c'est un numéro d'enregistrement unique de toute substance toxique. Au moins, ils préfèrent parler de numéro de case. Car ce numéro ne peut refléter que cette molécule, donc ils préfèrent parler par numéro de case que autrement. Et en fait, c'est en anglais.
c'est Chemical Abstract Service. Pour la toxicocinétique et le métabolisme de cette molécule, donc il est absorbé à environ 42% par inhalation et la principale voie d'exposition, bien sûr, le poumon. Il est rapidement absorbé, il atteint une concentration d'équilibre. Donc là, c'est un schéma du métabolisme du vinyle. J'ai pris de l'INRS, d'une plaque de l'INRS de 2000. Et je crois qu'il a été reprise par le de 2012 aussi. Donc là, ce que vous voyez en bleu, ce sont les mythes urinaires. C'est-à-dire qu'on peut doser chez une personne qui est exposée au monochlorure de vinyle. Et le CE, ou bien l'oxyde de chloroéthylène, et le CAA, le 2-chloracétaldéhyde, ce sont les deux métabolites réactifs, c'est-à-dire toxiques de ce chlorure de vinyle monomère. C'est-à-dire tous les effets pratiquement toxiques de cette molécule sont liés à ces deux métabolites. Mais si on veut doser l'imprégnation d'un travailleur par le chlorure de vinyle monomère, on ne va pas doser le CO et le CA1, mais on va doser ces molécules qui sont en bleu. Est-ce que c'est clair? Vous arrivez à faire la distinction entre les métabolites urinaires et les métabolites réactifs toxiques du monochlorure de vinyle? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Il n'y a personne qui peut vous servir du café à côté de vous? Malheureusement. Non. Hein? Non, on est vigiles. Ah, je vous aurais dû préparer. Mais la prochaine fois, il faut préparer du café. Sinon, est-ce qu'on pourrait faire? On ne pourrait pas faire le cours le matin, non? Vous êtes mobilisés dans vos services. Ah oui. Pardon? Non. De préférence? Le soir, c'est pas évident. C'est pas évident le soir. À partir de 17h, je connais طيب لنا العشاء دكتور شوبيني. Ah? Le soir, c'est pas évident. C'est pas évident le soir. Sinon, enfin, je ne pourrais pas dire de prévoir le présentiel parce que les choses vont vraiment très mal actuellement avec la pandémie. Donc, les cas commencent à augmenter. Donc, ce ne serait pas possible de vous ramener pour le prochain cours sur le poumon et toxique. Mais on va voir comment on pourra s'organiser, soit une matinée, soit on va essayer le soir. Sinon, si ça arrange les filles. Mesdames, si ça vous arrange pour vous, moi, je peux faire un petit effort. Ça ne m'arrange pas le soir. Oui, c'est très dur, c'est très dur. Sauf, on va voir d'ici là. Sinon, il va falloir préparer votre tasse de café ou l'aide de thé à côté de vous pour pouvoir suivre jusqu'à la fin. Donc, le chlorure de vinyle monomère présente une intoxication hépatique, vasculaire, osseuse, cutanée et neurologique qu'on va essayer de dérouler. Donc, la toxicité aiguë est faible, mais le chlorure de vinyle présente des propriétés anesthésiques à des fortes concentrations, comme il a déjà été utilisé comme gaz anesthésiant. Donc, il peut donner une dépression du système nerveux central à de fortes concentrations, qui peut être précédée d'un état euphorique par départ. Donc, il y a des vertiges aussi, des nausées, une fatigue, une désorientation, une somnolence et une perte de mémoire et des céphalées pour des doses importantes aussi en intoxication aiguë. Et les symptômes apparaissent généralement à des concentrations de l'ordre des milliers, à savoir 6000 à 8000 ppm de cette molécule dans l'air. Et vous imaginez que c'est des concentrations quand même très, très importantes qui sont rarement atteintes en milieu professionnel, sauf vraiment dans le cadre accidentel, dans des lieux fermés et enclavés. Dans le système nerveux périphérique, il peut y avoir des paresthésies, des picotements, à l'extrémité avec engourdissement, douleur au niveau des doigts. Donc, on peut avoir aussi une irritation modérée du tractus bronchique, perturbation digestive, à type de distension abdominale, de nausée, de brûlure d'estomac. Quand il y a des concentrations dans l'air. Les lésions de la peau sont de lésions irritatives ou carrément de gélure. Il y a aussi des cornéennes qui peuvent être réversibles, heureusement, suite à la projection de chlorure de vinyle monomère liquéfié. Parce qu'en fait, le chlorure de vinyle, il est généralement sous forme de gaz.
L'exposition persistante de connaissances mortelles peut être observée, malheureusement, à de fortes concentrations. En intoxication chronique, c'est la maladie du chlorure de vinyle qui a été décrite en 1906, comme on l'a dit sur les premiers. Donc, qui regroupe un acrosyndrome et des lésions hépatiques. Et le point commun à ces lésions, c'est-à-dire notamment au niveau des mains, l'acrosyndrome, on l'observe essentiellement au niveau des mains, et des lésions auto-hépatiques, c'est essentiellement l'atteinte de l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire de l'endothélium essentiellement des capillaires. Donc, l'acrosyndrome regroupe un fait des mains et plus rarement au niveau des pieds. L'atteinte est généralement asymétrique et concerne beaucoup plus la main et notamment l'index qui a servi au décroûtage et à l'enlèvement des croûtes lors de l'opération de nettoyage des autoclaves. Donc, le phénomène peut être déclenché par le froid, et c'est plus souvent le cas, mais il peut aussi persister même après l'arrêt de l'exposition. On observe une diminution des vitesses de conduite au niveau des membres inférieurs lorsqu'on fait un EMG. Et si on essaye de voir un petit peu l'état inflammatoire par un dosage sanguin, bien de rechercher des anomalies, eh bien, vous n'aurez rien. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Il n'y a aucune anomalie sanguine qui peut être observée dans le cadre de l'acro-ostéolyse, de cette acro. Donc, l'acro-ostéolyse est représentée une trophie cutanées et osseuse, donc en même temps du tissu cutané, mais en même temps du tissu osseux. Donc, cette atteinte est suspectée devant des douleurs tenant à un hypocratisme végétal. Et lorsqu'on fait une radiographie, on retrouve une ostéolyse en bande transversale de la dernière phalange sans atteinte de phalange. Des lésions communes qui ont été observées avant 1976, parce qu'actuellement, toutes les mesures de précaution sont prises pour éviter ce genre de lésions. D'ailleurs, on dénombre, si je me rappelle, on va le voir par la suite, 120 à 140 cas de ce type de lésion. À des stades plus avancés de cette ostéolyse, on peut avoir une disparition de la houppe de la dernière et qui peut donner un aspect de doigt raccourci et élargi. Donc, c'est bon, j'ai bien retenu le chiffre. Donc, depuis 1976, aucun nouveau cas d'acro-ostéolyse n'a été observé. Donc, jusqu'à même l'EMC de 2020 n'a pas rapporté plus de cas, en fait, qui ont été dénombrés à l'échelle mondiale. Il parle de 120 à 140 cas. Vous comprenez très bien que ce n'est pas tous les cas qui sont diagnostiqués et déclarés, en fait. Donc, là, on parle juste des cas déclarés. Donc, cette acro-ostéolyse aussi, on avait dit que général vient dans un état général qui est avec des examens qui sont tout à fait normaux. Et de 1 à 2 ans après l'arrêt de l'exposition, on peut observer une lésion complète, soit des lésions cutanées, du lésion osseuse, observer une restauration, une restructuration totale des tissus qui ont été détruits. Et il y a une amélioration des symptômes, mais on aura une persistance atténuée des phénomènes douloureux qui vont disparaître au fil des années. Donc, on peut observer aussi des lésions de type sclérodermique au niveau des doigts. Donc, voilà l'image qu'on peut avoir suite à cette... En fait, on avait parlé de bande transversale, d'ostéolyse en bande transversale, donc sur la radio, dernière phalange, et parmi à des stades plus avancés avec persistance de l'exposition, on peut voir toute cette partie qui va disparaître et donner un aspect de doigt en spatule élargi et en spatule. Pour l'hépatique, donc il y a des lésions tésives ou bien des lésions qui surviennent bien avant la survenue de l'angiosarcome. Donc la stéatohépatite associée au toxique, donc c'est une notion, ou bien le TASH, c'est une notion qui a été introduite depuis 2010. C'est-à-dire il n'y a que l'EMC de 2020 qui reprend cette notion. L'EMC de 2012 n'a pas parlé de cette notion. Donc parce qu'avant, on croyait que la hépatique
seulement lié à des régimes alimentaires ou bien à une absorption très importante. Mais finalement, il y a aussi, et depuis 2010, il parle de stéatohépatite associée aux toxiques. Et c'est le cas dans les lésions précessives hépatiques suite à l'exposition au monochlorure de vinyle. Donc, on observe aussi une fibrose, une ectasie, une hyperplasie réticulo-endothéliale, mais aussi comme des lésions, on peut dire, des précurseurs de l'apparition de l'angiosarcome. Ces lésions sont typiques de l'exposition au chlorure de vinyle monomère. Dans le cas, si il y a un épithélium plutôt qu'un angiosarcome, la présence de lésions témoignerait d'une exposition au chlorure de vinyle de monomère, donc du lien de ce cancer avec cette exposition de l'hépatocarcinome. Donc, ça est un organe qui est très sensible au chlorure de vinyle en exposition chronique. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de lésions qui peuvent aboutir par la suite à des lésions cancéreuses à type d'angiosarcome, d'hépatocarcinome. Donc, l'atteinte classique est associée à des degrés variables. Donc, tous ces types de lésions, à savoir fibrose, ectasie des sinusoïdes, une réticulo-endothéliale, une hyperplasie hépatocytique. Et bien sûr, au stade final, c'est les lésions cancéreuses. Comme autre symptôme observé, une somnolence, une asthénie, des troubles digestifs, évocateurs d'un ulcère avec des nausées, une anorexie, toujours une intoxication chronique. On peut voir aussi une thrombopénie, qui est le résultat des atteintes hépatiques. D'ailleurs, il est recommandé de faire une surveillance par la thrombopénie. Donc, on fait une énumération sanguine pour rechercher une thrombopénie qui peut précéder les lésions. Donc, il y a aussi une altération des lignées. On peut avoir une altération des lignées suite à l'atteinte hépatique toujours et une perturbation de la fonction respiratoire. Concernant la cancérogénicité, donc le mécanisme est l'activation métabolique suite au métabolite réactif qui est le CO, qui donne des lésions de l'ADN et donc qui forment ce qu'on appelle des adduits. Donc, c'est la formation des athénoadduits qui aboutit à la formation de ces lésions cancéreuses. En fait, il y a la promutagénicité. Il y a aussi un autre effet, c'est les mutations qui sont engendrées sur les gènes proto-oncogènes et les gènes suppresseurs qui peuvent donc monochlorure de vinyle. Donc, la prolifération des cellules et la dilatation vont conduire à une hyperplasie atypique, puis au d'un angiosarcome hépatique par la suite. Donc, ces tumeurs bordant les sinusoïdes hépatiques, ils apparaissent assez tardivement, avec un délai. Donc, l'ancien EMC de 27 ans en moyenne, le nouveau EMC de 2020, il parle de 28 à 36 ans en moyenne. Parce que 2015. Donc, au départ, il y avait 234 d'angiosarcome hépatique suite à l'exposition du chlorure de vinyle monomère jusqu'à 2011. Mais de 2011 à 2015, donc, ces cas ont augmenté. Le registre mondial des angiosarcomes qui existe. Donc, chaque fois qu'il y a un angiosarcome, cet angiosarcome est enregistré dans un registre mondial qui est ouvert à tous les pays. Donc, l'hépatocarcinome, donc c'est la tumeur qui se développe à partir des hépatocytes et qui est comme reconnu par certains les Français qui reconnaissent. Cet hépatocarcinome donc, est une tumeur assez fréquente en général. C'est pour ça qu'il est difficile d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'une exposition qu'il a fait suite à une exposition de vinyle. Mais en médecine du travail, on vous a toujours parlé d'origine. Donc, du moment qu'il y a cette présomption, on va dire que ce cancer est lié à l'exposition au monochlorure de vinyle. Donc, les autres étiologies, les autres facteurs qui peuvent donner l'hépatocarcinome, vous les
connaissez, notamment les hépatites virales B et C, l'éthylisme chronique, la stéatohépatite pseudo-alcoolique. L'exposition comme période de vinyle est encore discutée aujourd'hui. Taboulique génétique, à l'exemple de l'hémocrose, donne un risque énorme. Ce type de risques sont fréquents dans la population générale, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais comme le cirque, elle a quand même introduit depuis 2008 dans sa classification, et certains pays ont même fait tout un tableau réparant cet hépatocarcinome. Donc les autres cancers, on peut avoir le cancer du poumon, des glandes mammaires et du système nerveux central. Il y a aussi un effet mutagène et clastogène qui est indirect suite aux métabolites réactifs qui est le COLCA1. Il y a aussi des mutations génétiques qui peuvent survenir suite à l'exposition à cette molécule. Et la toxicité sur la reproduction est très mal connue et élucidée. Concernant la surveillance, la prévention et le traitement, donc il y a un intérêt du dosage de l'acide, donc le TCA, c'est l'acide thioglycolique urinaire, c'est pas le TCA, c'est l'acide thioglycolique urinaire, qui est le principal métabolite, qui peut être un marqueur d'exposition, mais qui est limité en fait du faible niveau des expositions professionnelles actuellement. Mais c'est à vous de voir. Si vous jugez que l'exposition dans vos ateliers est importante, nous, à Ruiba, on avait à un moment donné à prendre en charge une petite entreprise familiale qui faisait dans la production du PVC, mais ils ont tout de suite après déménagé, donc on ne les prend plus en charge. Mais je me rappelle quand j'étais résidente, j'ai fait une visite, c'était lors de la première convention avec cette entreprise, et les conditions de travail étaient vraiment très, très dégradées. Donc, si vous avez à surveiller cette population de travailleurs, c'est à vous de voir, de juger de la nécessité de faire ce dosage, mais il faut tout faire pour améliorer les conditions, parce que vous voyez que c'est une molécule qui est quand même très dangereuse, et au fil des temps, elle donne des pathologies cancéreuses avec un pronostic vital quand même qui est fâcheux. Donc, avant, dans l'EMC de 2012, il disait qu'il n'y avait pas de facteur d'effet, de biomarqueur d'effet précoce qui était validé. Actuellement, il est recommandé de doser l'activité des gamma-glutamine transférases qui sont considérées comme étant le test le plus utile pour détecter les anomalies hépatiques précoces, mais aussi des alates et des alates, mais qui ne sont pas bien sûr spécifiques de ces lésions. Mais si vous surveillez cette population, il est recommandé de faire ces dosages dans le cadre du bilan de votre VP. Donc, le dépistage précoce des lésions hépatiques secondaires, en particulier l'angiosarcome, est recommandé. Donc, faire un scanner à chaque fois. C'est pas vraiment intelligent de faire ça, mais faire une échographie abdominale régulièrement qui peut juste orienter sur certaines lésions, mais qui n'est pas aussi spécifique. Les TLV, donc l'EMC de 2020, parle de 1 ppm. Donc, si ce 1 ppm est respecté, donc il n'y a pas de raison de voir des lésions graves se développer chez vos travailleurs. Mais malheureusement, vous connaissez les conditions de travail dans nos ateliers. Donc, je peux dire que ce serait vraiment très difficile d'avoir cette concentration. Et cette TLV a été en fait adoptée et mise en œuvre au niveau des États-Unis, Québec et en Europe depuis quelques années. Donc, en Algérie, nous avons le tableau numéro 51 des maladies professionnelles indemnisables qui répare certaines pathologies liées à l'exposition au chlorure de vinyle monomère, notamment les troubles angioneurotiques des doigts et des orteils avec des délais de prise en charge qui diffèrent. Vous voyez que pour l'angiosarcome, il y a un délai de prise en charge de 30 ans. Le syndrome d'hypertension portale aussi spécifique. Et vous avez aussi l'ostiolyse des phalanges inguinales des mains, et qui m'a confirmé radiologiquement, mais heureusement qu'actuellement, j'espère qu'on n'aura pas à voir ce type de lésion. Mais si vous avez des entreprises qui font dans le PVC, il faut multiplier vos visites d'atelier, et il faut insister sur la nécessité de mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires, notamment en prévention collective. Est-ce que vous avez des questions ? Non, on n'a pas de questions. C'était clair. Merci. Merci à vous. J'espère que vous avez retenu quelques éléments du cours. Je sais que c'est lent,
Mais les hydrocarbures. Et là, j'ai pas vraiment tout cité, quoi. J'ai pas développé tous les hydrocarbures. Si vous avez remarqué, j'ai pas développé les bromés ni les iodés. Donc, j'ai insisté beaucoup plus sur les chlorés. Mais parce que ce sont les plus utilisés. Donc, je vous envoie des documents sur les hydrocarbures halogénés. Je vous envoie aussi le dernier EMC pour le voir de plus près. Parce qu'en fait, dans l'examen de MS, vous serez jugé sur des informations que vous allez puiser des documents officiels considérés comme officiels pour votre formation. C'est essentiellement les EMC. C'est le LORIS. Donc, le LORIS, il y a tout un chapitre sur ces aspects. Donc, vous devez les reprendre. Et comme je vous recommande de reprendre très rapidement le support du cours d'aujourd'hui. Essayez de l'enrichir avec tout ce que vous allez retrouver dans l'EMC et dans votre LORIS. Hagda. D'accord. D'accord. Anam? Oui, j'ai l'EMC complet, le PDF, oui. Non, mais non. En fait, moi, cette mise à jour, je l'ai. Est-ce que vous avez un compte sur SNDL? Le système Non. national de documentation en ligne. Je vous recommande. Oui. Je comprends, oui. Bouslimani. Oui. S'il vous plaît, vous montrez à vos collègues comment vous avez fait pour avoir ce compte. Comme ça, ils vont tous passer avec les documents. Je ne sais pas actuellement, est-ce qu'on passe pour remettre les documents ou bien ça se fait en ligne? Non, normalement, il faut se présenter à la fac pour présenter le certificat de scolarité. Après, je vais leur dire sur le cours. Très bien. Vous leur expliquez comment ils peuvent avoir leur certificat. Bon, pour les EMC, je dois avoir la version que j'avais quand j'étais résidente comme vous. Mais les mises à jour, moi, je les télécharge à partir de mon compte sur SNDL. Donc, déjà, je vais essayer de. Dr. Rihani et Dr. Gouabesh. Oui. Je vous ai donné le dossier, tu as les EMC ou là? Non. Non. Vous me rappelez, s'il vous plaît. Je vous le donne et vous le partagez avec vos collègues. D'accord. C'est-à-dire, il y a la plupart des documents. Normalement, il y a tout. Mais moi, les mises à jour, je les prends directement de mon compte du site de SNDR.